Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Martin Eden et aujourd'hui on va continuer le chapitre 3 sur les théories du complot parce que c'est extrêmement intéressant. Et donc c'est les explications alternatives ou croyances paranoïaques. L'expression théorie du complot a commencé sa carrière publique aux États-Unis à partir des années 60, marquée par l'essai de l'historien Richard Hofstadter, peu importe, sur le style paranoïaque dans la politique américaine qui date de 64. Avant d'être importée en France tardivement avec son sens péjoratif. Depuis, elle fonctionne ordinairement comme une étiquette disqualifiante, collée sur des croyances perçues non seulement comme naïves, entre guillemets, mais aussi comme pathologiques. C'est sur le modèle interprétatif esquissé par Hofstadter que se sont fondées jusque dans les années 90 la plupart des approches contemporaines de l'adhésion aux théories du complot. Depuis, ce modèle a été fortement discuté et repensé. Dans cette perspective, les croyances complotistes reposeraient sur des préjugés ou des biais cognitifs qui dériveraient d'une épistémologie infirme qu'on rencontrerait dans tout extrémisme politique. Ouais, dans les hashtags tout se vaut quoi. Toutefois, il est possible d'aller plus loin et de réduire ces prétendues théories à des rumeurs largement diffusées sur Internet, mais qui découragent la critique tant elles sont inconsistantes. L'homme n'a jamais marché sur la Lune, Al-Qaïda n'a rien à voir avec le 11 septembre, il y a un complot sioniste mondial, le virus du sida a été créé par des laboratoires et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde pour exterminer les minorités. La princesse Diana est encore vivante quelque part, rumeur contredisant celle selon laquelle les services spéciaux britanniques l'auraient assassinée. La Terre n'est pas ronde, elle est plate. Il y a un grand complot de reptiliens extraterrestres à forme humaine, Jésus, Hitler, Obama, Merkel, etc., pour semer le désordre parmi les humains. Le meurtre de masse de Sandy Hook, 14 décembre 2012, n'était qu'une mise en scène impliquant l'engagement d'acteurs jouant le rôle de parents éplorés. L'attentat contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, est une opération sous fausse bannière. Les groupes terroristes djihadistes comme Al-Qaïda ou Daesh sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux. Le dérèglement climatique, dont les capitalistes sont les seuls responsables, constitue leur ultime arme pour éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité, devenue hostile à l'heure des robots et de l'automatisation généralisée. Effectivement, je me souviens de ces déclarations, c'était dans le documentaire complotiste, je sais plus le titre. Voilà, déclaration des sociologues communistes. Communistes quand même. Taguieff, il va un peu fort. Vaguement social-démocrate. Monique Persson-Charlot, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné Marx pour Bourdieu. Je dis ça, je dis rien. Monique Persson-Charlot, le 27 décembre 2019. Le ministère de la Santé et des laboratoires pharmaceutiques sont de mèche pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Voilà, tout ceci a été dit, ce sont des affirmations complotistes. Effectivement, Monique Persson-Charlot, c'est... je les méprise, soyons clairs, c'est Monique Persson-Charlot, pour moi, sont des sociologues, un couple de sociologues qui peuvent avoir potentiellement un intérêt, on va dire. J'aime beaucoup leur sociologie de la bourgeoisie. C'est une bonne introduction à la sociologie de Bourdieu, mais sinon c'est vrai qu'ils par moments ils partent salement en drift quand même, et c'est ce qui me fait dire que bon, je reste très très prudent avec Monique et Persson-Charlot. Limite, je veux bien leur accorder quelques bons bouquins, effectivement, d'introduction à la sociologie bourdieusienne, mais ça va pas plus loin en fait. D'ailleurs, ce qui va être très drôle, c'est que là, je vais mettre par là cette lecture, je mets en avant un livre de Taguieff, mais beaucoup plus tard, je vais parler justement de la sociologie de la bourgeoisie de Monique Persson-Charlot. Voilà, c'est là sur la chaîne, il y aura Taguieff, Monique Persson-Charlot, le mélange des genres. On va me traiter de confusionniste, mais je trouve que le bouquin est plutôt une bonne vulgarisation de la sociologie bourdieusienne, quoi qu'il en dise. En tout cas, moi, ça reste une de mes claques sociologiques. Enfin bref. De telles rumeurs complotistes s'inscrivent dans le registre du bullshit, c'est-à-dire l'art de dire des conneries, à l'âge de la post-vérité. Ces conspirations chimériques, fabriquées sur la base de quelques modèles, ne cessent de se multiplier. Le statut épistémologique des théories du complot ne saurait faire l'objet de discussions scientifiques. Quand elles ne se réduisent pas à de simples mensonges, à des délires paranoïaques ou à des calomnies, elles relèvent d'un programme de recherche dégénérescent. C'est en ce qu'elles ne peuvent n'être ni réfutées ni confirmées.
On peut donc les considérer comme des pseudo-théories. On ne saurait s'étonner que parmi ceux qui adhèrent à ces théories du complot, l'on rencontre nombre d'individus de faible intelligence, voire selon Reichstag, nombre d'imbéciles. Je suis pas tout à fait d'accord sur ça quand même. La bêtise n'est jamais aussi perverse que quand elle est dite sous des airs intelligentes. Enfin bref. Mais ils ne sont pas tous crédules, tous ne sont pas stupides. Un pas de plus dans le réductionnisme et dans le tout complotisme est présumé atteint de troubles mentaux, non sans être perçu comme un extrémisme potentiel voué à la radicalisation. Il faut reconnaître que certains complotistes correspondent à un tel signalement. Effectivement, j'en ai connu quelques-uns, même un sacré paquet. Les croyances complotistes apparaissent dès lors comme des interprétations paranoïaques de tout ce qui arrive dans le monde, des interprétations prenant une forme narrative, transmises comme des légendes ou des rumeurs, se présentant comme dotées d'une valeur explicative, comme la chaîne de Psyodélique. C'était gratuit. La posture du soupçon, lorsqu'elle se constitue en habitude, engendre quelque chose comme une paranoïa routinisée. Mais il faut se garder de prétendre l'analogie subjective de la paranoïa pour une conceptualisation satisfaisante. Cette approche pathologisante, très répandue dans la littérature anticomplotiste, néglige de considérer sérieusement le fait que les récits complotistes répondent avant tout au besoin individuel et collectif de comprendre des événements déconcertants et d'échapper ainsi à l'incertitude. On peut les définir d'une façon non polémique en respectant le principe de charité, incitant à supposer que la stupidité de l'interlocuteur et l'irrationalité de ses propos sont moins probables que son intelligence et la rationalité de ses affirmations. Comme des allégations non vérifiées de complot portant sur des événements jugés à la fois surprenants et importants. À cet égard, ils obéissent à la règle de formation des récits ou des histoires racontées, à savoir une dialectique entre ce que nous attendons et ce qui se produit effectivement, comme le note Jérôme Brunner. Pour ce qui est une histoire, il faut qu'un événement imprévu survienne. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'histoire. L'histoire est extrêmement sensible à tout ce qui contrarie notre sens du normal. À ce titre, elle résout moins les problèmes qu'elle en détecte. Les histoires destinées à prévenir sont plus fréquentes que celles conçues pour les instruire. Pour instruire. Effectivement. Le storytelling ne fonctionne qu'avec l'élément perturbateur, c'est ça qu'on est en narration. Enfin bref. On ne saurait dès lors postuler que tous ceux qui ont des croyances complotistes sont des extrémistes atteints de troubles mentaux souffrant en particulier de paranoïa. Si l'on peut définir quelque chose comme une personnalité complotiste, on peut cependant identifier des traits de personnalité qui, chez les individus qui croient à des théories du complot, sont statistiquement plus marqués que ceux qui se montrent sceptiques à l'égard de ces dernières. Il en va ainsi du manque de confiance envers les élites dirigeantes et les institutions politiques. Cette méfiance peut s'étendre à la société tout entière, perçue comme dangereuse et hostile, et se combiner avec le sentiment d'être marginalisé et impuissant, mais aussi avec une estime de soi excessive, ces tendances narcissiques exprimant le besoin de se sentir unique. Il s'agit donc de combiner une approche critique des thèses complotistes, soucieuse de distinguer le vrai du faux, et une étude anthropologique axiologiquement neutre des croyances complotistes, sur le modèle des anthropologies des croyances religieuses, des mythes ou bien des légendes, visant à identifier les diverses fonctions de ces croyances ou de ce système de croyances. Si l'on peut attribuer les théories du complot à une mentalité quasi-religieuse, alors elles relèvent de recherches pluridisciplinaires sur les croyances religieuses et para-religieuses. Les faiblesses de l'approche pathologisante constituent l'un des principaux arguments employés par les anticomplotistes savants qui se sont multipliés dans les milieux des années 90. Certains d'entre eux évacuent le problème de la fausseté des thèses complotistes en mettant sur le même plan les récits complotistes et les études critiques qui prennent pour objet, traités comme des contre-récits, qui seraient eux-mêmes de facture complotistes. Cette approche relativiste inspirée par la pensée postmoderne revient à légitimiser certaines thèses complotistes. C'est pourquoi la critique du complotisme doit se démarquer clairement de la vulgate anticomplotiste de cet anticomplotiste incantatoire, désormais à la mode et ainsi réductible aux yeux des anticomplotistes à un élément de l'idéologie dominante, ce qui suffit à disqualifier toute forme d'anticomplotisme. Complotisception. Le même problème s'est posé avec l'antiracisme, l'antifascisme ou l'antipopulisme, accusés de donner dans l'incantation inefficace ou la diabolisation contre-productive. Alors pour certains trucs, c'est pas faux, mais je reste très prudent vu que Taguieff, politiquement on sait où il est.
Dans ces emplois polémiques ou critiques démystificateurs qui sont désormais qui sont dominants même dans les approches savantes, l'expression théorie du complot désigne des ensembles de représentations et de croyances organisées en récits qui sont censés être des explications fausses, voire délirantes d'événements ou de récits d'événements perçus comme stupéfiants, inquiétants ou terrifiants, attribués à des conspirateurs agissant en secret pour leurs propres intérêts contre le bien commun. Décrites de la manière la plus neutre possible comme des faits psychosociaux, ces explications se caractérisent simplement par le fait qu'elles s'opposent aux idées reçues et ont mauvaise réputation. C'est pourquoi rares sont leurs partisans qui se déclarent adeptes de telles théories du complot, expressant en elles-mêmes stigmatisantes ou illégitimantes. Et il en va du complotisme aujourd'hui comme du racisme depuis 1945 ou du négationnisme depuis la fin des années 80. Nul ne se dit raciste, négationniste ou complotiste. On peut être traité de raciste, négationniste ou de complotisme. Ces explications, dites conspirationnistes ou complotistes par ceux qui les critiquent ou les condamnent, impliquent à la fois une critique des explications reçues ou officielles, rejetées comme fausses ou trompeuses, un relevé d'indices supposés avoir valeur de preuve et des raisonnements destinés à convaincre l'auditoire de la véracité des explications données. Ces dernières présentes par leurs propagateurs comme alternatives sur les réseaux sociaux sont généralement considérées comme marginales, déviantes ou délirantes et comme telles stigmatisées ou condamnées par la plupart des intellectuels, des journalistes professionnels et des responsables politiques. Plus précisément, si les explications complotistes représentent une forme de connaissance stigmatisée, c'est pas qu'elles sont jugées fausses, mensongères, irrationnelles et toxiques, ce qu'elles sont en effet pour la plupart. Pourtant, nombre d'entre elles sont populaires, voire très populaires, comme celle qui concerne l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy le 11 novembre 1963 à Dallas, ou les attentats du 11 septembre, lesquels sont en outre défendus parfois au moyen d'argumentations très sophistiquées et, partant, intimidantes. C'est ce qui justifie qu'elles fassent l'objet de travaux savants qui se sont multipliés durant les 2 dernières décennies. Mais ces travaux ne problématisent que fort rarement l'écart entre l'objet, le phénomène dit complotiste, et le rapport à l'objet, des connotations négatives de l'expression théorie du complot qui orientent les études savantes. La labellisation négative de l'expression, liée à des usages politiques, devrait être prise en compte dans les analyses savantes qui seraient ainsi conduites à se donner une définition non péjorative des théories du complot avant de soumettre leur justesse ou leur pertinence à un examen critique. L'exemple de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est à cet égard un cas d'école. Ce meurtre a pu être le résultat d'un complot réel, tout en faisant l'objet d'explications complotistes elles-mêmes plus ou moins vraisemblables, allant de l'hypothèse discutable aux interprétations délirantes. Il en va de même pour l'assassinat du pasteur Martin Luther King le 4 avril 1968 à Memphis. Il faut donc pointer le cas du complot plausible ou vraisemblable, mais non prouvé ni élucidé. Telle est la mort suspecte d'Attila en 453. La frontière entre les explications rationnelles et les lectures fabulatrices du même fait énigmatique est parfois fort difficile à fixer. Parmi les arguments fallacieux avancés par ceux qui prennent pour cible les critiques du complotisme, le plus courant consiste à reprocher à ces derniers de nier la réalité des complots. Or, prendre pour objet d'étude l'imaginaire du complot ou les complots imaginaires ou les soumettre à une analyse critique, cela implique nullement de nier l'existence de complots, en particulier les complots criminels, dont la réalité historique est bien établie par les travaux historiographiques. L'histoire fournit de nombreux exemples de vrais complots, appelés encore conspiration, conjuration ou machination, voire cabale, qui ont réussi ou échoué. Rappelons-le quelques-uns parmi les plus célèbres, dont aucun anticomplotiste n'aurait l'idée de nier la réalité: l'assassinat de Philippe de Macédoine, la conjuration de Catalina, l'assassinat de César par Brutus et ses comparses, celui de Caligula, l'arrestation et le massacre des Templiers, l'assassinat d'Étienne Marcel, la conjuration des Pazzi contre Médicis, la conjuration d'Ambroise, le complot manqué de Marie Stuart contre Élisabeth Ier, l'assassinat d'Henri II, la conspiration des poudres contre Jacques Ier Stuart, l'assassinat d'Henri IV, la conspiration de 5 mars contre Richelieu, la conjuration des égaux, les complots contre Napoléon, l'assassinat d'Abraham Lincoln, l'attentat de Sarajevo, etc. Enfin voilà, la liste est encore longue. Enfin bref, on va arrêter les conneries. Penser d'une façon conspirationniste, au sens fort du terme, c'est non pas croire que les complots existent, car ils n'ont jamais cessé d'exister, mais privilégier systématiquement l'hypothèse du complot
au point de voir des complots partout et croire qu'ils expliquent tout ou presque dans la marge du monde, les complots dénoncés étant pour la plupart imaginaires, car il arrive que même les complotistes dénoncent de vrais complots, n'osant les expliquer d'une façon plus ou moins délirante. C'est que Hofstadter soulignait même en 1964, en ayant à l'esprit la forme la plus mythique et la plus dogmatique de la pensée conspirationniste. Le trait distinctif du style paranoïaque ne tient pas à ce que ses représentants voient des conspirations ou des complots, ça et là, et au cours de l'histoire, mais au fait qu'à leurs yeux, une vaste et gigantesque conspiration constitue la force motrice des événements historiques. Et c'est pour ça aussi que la théorie du complot s'oppose quelque part au marxisme. C'est parce que là, c'est le complot, et là, c'est plus pour le marxisme, voilà, ou la pensée marxienne, c'est plutôt la lutte des classes, voilà, qui est le moteur de l'histoire. Alors que pour eux, voilà, c'est le complot. On va dire pour le marxisme, c'est les effets de structure, de classe, etc. Là où pour la droite et l'extrême droite, c'est plus l'effet, oui, c'est la volonté d'un petit groupe d'individus. Enfin bref, toujours ce truc de volonté. Dans cette perspective, l'histoire est une conspiration ourdie par des forces démoniaques dotées d'une puissance quasi transcendante. Mais cette thèse de la réalité et de l'unicité du grand complot transhistorique est loin d'être partagée par tous les adeptes de la vision complotiste. Il faut aussi voir que le complotisme, c'est un genre de buffet à volonté, tout le monde pioche ce qu'il a envie, quoi. Indépendamment du fait que la table fait 8 mètres de long et qu'il y a plus de 300 plats différents. Enfin bref, et qu'il y en a pour tous les goûts. La pensée complotiste consiste avant tout à attribuer des intentions conscientes, des intérêts réels et des stratégies secrètes aux sujets supposés conspirer, afin d'expliquer certains événements troublants lesquels peuvent être inventés de toutes pièces, comme les sujets collectifs accusés de conspirer. Par exemple les Illuminati, chimères s'il en est. Penser les événements historiques troublants selon le schéma du complot, c'est les concevoir comme des réalisations observables d'intentions conscientes ou de projets élaborés mais dissimulés. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est une vision très très policière de l'histoire. Aussi. Donc quand tu as une vision très policière de l'histoire, ça ne peut pas être un outil d'émancipation, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Enfin bref. Dissimulé. Comme l'a noté Popper, la pensée complotiste est fondée sur la croyance fausse selon laquelle tout événement mauvais est à imputer à la volonté mauvaise d'une puissance maléfique. La logique du raisonnement complotiste inclut le biais de proportion, qui pousse le sujet à croire que des grandes et terribles conséquences, une crise économique mondiale, une pandémie, une décadence, pensée comme la fin d'une époque ou la fin d'une civilisation, #les woke, ne peut être engendrée que par de grandes et terribles causes, le juif, le capital, le diable. Bah, déjà, le capital, ça existe, hein. Enfin bref. J'aime bien le juif, le capital, enfin, ouais, tu sens comme le réac. Hein. Après, je suis prêt à accorder, effectivement, il y a quelques drama kings à l'extrême gauche qui invoquent le capital comme une espèce d'incantation chelou. Ça existe, mais à un moment donné, faut arrêter. Genre, l'économie n'existe pas, faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter la picole. Enfin bref. C'est ainsi que la mort de la princesse Diana en 1997, à la suite d'un accident de voiture, a été expliquée par un complot criminel impliquant des objectifs politiques. Mais ce biais ne permet pas de spécifier l'idéation conspirationniste, puisqu'il se rencontre chez les adeptes des théories du complot comme chez les sceptiques. Les producteurs, les propagateurs et les consommateurs de récits complotistes se caractérisent par certains traits. La passion du dévoilement, le secret des machinations et des complots, le goût des révélations, le plaisir pris à diffuser des informations qui expriment une forme de transgression ou marquent un écart entre le rapport au discours politique et au culturel normal, qu'il suppose mensonger, la passion de la posture contestataire ou hypercritique au nom de l'alter-expertise, les experts officiels mentent, la passion de la dénonciation des puissances occultes par la définition comploteuse, la passion ou l'habitude de l'accusation indignée et de la condamnation morale des dominants, censés comploter. Ça fait un peu penser à psychodélique encore. Enfin, désolé, je suis obligé de le dire. Leur posture commune ou celle du contestataire, de l'insoumis, du rebelle, qui ose éclairer l'envers caché des éléments troublants, qu'ils soient réels ou chimériques, et qui n'implique pas que tous les rebelles soient complotistes. Ils se veulent transgressifs ou, selon le terme désormais à la mode, disruptifs. Apparemment, c'est un mot à la mode. Telle est la source de la séduction qu'il exerce. À cet égard, sur le plan cognitif, les auteurs et les entrepreneurs complotistes, en mettant en cause les experts officiels, jouent le rôle d'alter-experts ou d'anti-experts, ce qui les fait exister sur le web et, par là, nourrit leur narcissisme ou leur vanité.
Ils se présentent comme des esprits critiques non conformistes et des chercheurs de vérité, voire des messagers de la vérité, face à une masse de moutons gavés de mensonges, les vérités officielles, et ainsi manipulés. Ils peuvent devenir ainsi, pour tout leur public qu'actifs, des héros et des prophètes. Ils se distinguent aussi par leur passion de l'accusation, de la dénonciation ou de la condamnation morale de leurs contradicteurs, qu'ils réduisent à des complices des groupes censés conspirer, qui leur permet de prendre la figure de juges et de justiciers exerçant leur devoir civique. C'est Capricorne, ascendant Blaireau. Voilà. Enfin bref. Ils se confèrent ainsi un statut moral proche de celui des lanceurs d'alerte. Lorsqu'ils sont eux-mêmes dénoncés comme des imposteurs, les complotistes professionnels se présentent comme des martyrs de la liberté d'expression, tels Dieudonné ou Alain Soral ou Psychodélique. Désolé, franchement désolé, j'insiste sur ce point, mais plus ça avance, plus ça m'apparaît en plein visage, désolé. Il faut noter cependant que ce ne sont pas leurs croyances complotistes qui font l'objet de sanctions, mais leurs déclarations antisémites ou racistes, et plus largement leur appel à la haine ou à la violence, ou amour biarricain, en apparence. Et, enfin bref. Ce qui peut être jugé toxique ou dangereux dans les productions complotistes ne sont pas tant les histoires racontées, qui sont de l'ordre du récit fantastique ou ésotérique, que les discours associés ou imbriqués marqués par l'extrémisme, qu'ils révèlent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou de l'islamisme, qui tous désignent des boucs émissaires et appellent à la haine, voire à des actions les plus ou moins violentes contre ces derniers. Effectivement, l'extrême gauche, effectivement... Oui, bah oui, tout le monde sait que les adeptes de Bourdieu posent des bombes. Hein. C'est un fait public, hein, tout simplement, quoi. Tout le monde le sait, quoi. Enfin bref, c'était le chapitre 3 sur les théories du complot, voilà. Un peu, ça m'a vachement fait penser à Psychodélique, hein, franchement, ce chapitre 3. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez quelque chose dans les commentaires, franchement, c'est... Moi, franchement, quand je vois la chaîne de Psyo et quand je vois ce chapitre, franchement, pour moi, il y a des parallèles. Franchement, il y a des parallèles. Enfin bref, voilà, likez, partagez le YouTube, tout ça. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous!